Comment entreprendre sans se brûler les ailes? Bonjour à tous et bienvenue dans Même pas peur, l'émission qui aide à surfer sur les épreuves de la vie. Et pour ce premier épisode de la saison 1 consacré à la santé mentale de l'entrepreneur, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est plus à risque? Comment ne pas tomber dans le piège de l'épuisement? Pour répondre à ces questions, je suis vraiment très heureuse d'accueillir Sabine Alouchéri, coach, thérapeute et cofondatrice de Listen Up, une application dédiée à la prévention en santé mentale. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir avec moi Aurore Bimon, fondatrice de Flow Terrestre, qui aide les organisations à s'inspirer du vivant pour tendre vers plus de soutenabilité, qui organise aussi des séjours de déconnexion pour se reconnecter à son rythme intérieur et au vivant. Parfait. Pourquoi c'est important de parler de santé mentale des entrepreneurs? Selon une étude de Willa, le risque d'épuisement est bien réel pour 4 entrepreneurs sur 10. Et pourtant, 65% des entrepreneurs qui ont été interrogés reconnaissent ne jamais avoir été informés, ne jamais s'être informés sur la santé mentale. Sabine, j'ai envie de commencer avec toi. C'est quoi être en bonne santé mentale et comment savoir s'il est temps de faire quelques ajustements? Alors, pour répondre à cette question, il me semble qu'il est important déjà de revenir à la définition de la santé mentale, qui se définit autour de 3 dimensions. La première dimension, c'est les troubles mentaux et troubles psychiques qui sont caractérisés par un diagnostic médical, donc on ne parlera pas de cela. Ensuite, il y a la deuxième dimension, c'est la souffrance psychique et la détresse psychologique. L'OMS le définit comme un mal-être pas forcément révélateur d'une pathologie, qui est plutôt un trouble anxieux ou dépressif passager, réactionnel à une situation de la vie. Et puis, la troisième dimension, c'est la santé mentale positive. L'OMS définit donc cette santé mentale positive comme un état de bien-être qui permet à chacun de se réaliser, de réaliser son potentiel et de faire face aux difficultés normales de la vie. Et en quelque sorte, la santé mentale positive, c'est l'absence de troubles et la capacité dynamique à rétablir l'équilibre quand les événements de la vie nous déséquilibrent. Donc en fait, la santé mentale, c'est finalement établir l'équilibre quand on est un peu déstabilisé par les événements de la vie. C'est vrai que nous, les humains, on a des capacités d'ajustement, de résistance et d'adaptation qui sont absolument incroyables. Et pour ça, on sait se couper de tous les signaux faibles ou des signaux moins faibles qui pourraient nous alerter sur un éventuel déséquilibre que nous sommes en train de vivre. Alors évidemment, c'est bien pratique, ça nous permet évidemment de nous adapter et puis de continuer à avancer dans la vie. Mais enfin, l'inconvénient, c'est que c'est aussi dangereux parce que finalement, on se coupe de ces signaux d'alerte et ils sont quand même là pour nous renseigner et nous informer qu'il va falloir faire quelque chose pour rétablir l'équilibre. La problématique pour les entrepreneurs, c'est qu'ils sont complètement happés par leur projet et ils sont coupés, finalement, ils se coupent de tous ces signaux, ils ne les entendent pas. Donc pour moi, je crois que la première chose pour pouvoir justement savoir s'il est temps de faire des ajustements, c'est d'être à l'écoute. Je ne peux pas savoir si j'ai des ajustements à faire si je ne suis pas à l'écoute de ces signaux. Et après, plus rapidement, on va regarder les signaux classiques qui peuvent nous alerter. D'abord le corps. Le corps parle en premier. Maux de tête, migraine, mal au dos, la nuque, des troubles du sommeil, voire des nuits blanches. L'entrepreneur est sujet aux nuits blanches parce qu'il peut être envahi par l'anxiété à propos de son projet. Et donc, il n'arrive pas à chasser cette anxiété. Ça peut être aussi un changement de régime alimentaire quand on commence à moins bien manger ou quand on consomme trop de nourriture ou d'autres choses. Et puis, on peut aussi être alerté par le fait que le plaisir au travail diminue et que finalement, tout ce qui nous rendait heureux au début, ça devient un petit peu plus difficile. Au niveau des émotions, on est aussi plus irritable. On est un petit peu soupolé. On peut faire des crises d'angoisse, on rumine, on ressasse. Ça aussi, c'est un signal d'alerte qui peut donc nous avertir d'un déséquilibre. La mémoire, c'est le troisième élément qui est important quand on est dans le déséquilibre. On commence à oublier des choses, on commence à faire des erreurs, on a du mal à se concentrer. Donc ça aussi, c'est un signal. Il y a aussi, évidemment, tout ça a des impacts sur notre vie, c'est-à-dire que on peut avoir une vie amicale ou familiale, qui va s'étioler.
on commence à s'isoler. Je souhaite que parfois les entrepreneurs puissent vivre en couple et d'avoir un partenaire qui va pouvoir peut-être nous faire des réflexions, nous faire un peu un feedback en disant tiens, t'es moins disponible, t'es plus là, ce qui permet peut-être aussi de se dire ah tiens, là il y a quelque chose qui a changé, il faut que je m'en occupe. Et puis la dernière chose, et j'arrête là, c'est une pensée récurrente qui doit vous alerter. À partir du moment où vous vous entendez vous dire ça ira mieux, ça va passer, ça va s'arranger, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, courbe l'échine et continue, là, ça veut dire que cette petite phrase, elle est en train de cacher les signaux. Donc, pour moi, cette petite phrase, c'est aussi un signal d'alerte. C'est hyper intéressant, Sabine, tout ce que tu nous as partagé, vraiment. Si je veux résumer, voilà, être en bonne santé mentale, si je comprends bien, c'est être capable de finalement d'affronter les épreuves normales de la vie tout en retrouvant l'équilibre, c'est-à-dire sans se laisser accabler. Donc ça, Et écoutez. Voilà, et ça justement, j'allais y venir. Tu nous as donné plusieurs pistes, plusieurs petits signaux à écouter. Tu nous as dit, soyez attentifs si vous commencez à avoir des nuits blanches, si vous commencez, votre alimentation, elle commence à changer, perte de mémoire, commence à faire des erreurs. Et surtout, cette petite voix qui vient et qui dit, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc, tu nous as donné toutes ces petites pistes à écouter, mais tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, pour savoir si on est en bonne santé mentale, il faut réussir à savoir s'écouter. Mais concrètement, ça veut dire quoi, savoir s'écouter ? Et comment on intègre ça dans un quotidien où, en fait, on est toujours en action ? C'est hyper rare d'avoir un moment où on se dit, tiens, je vais écouter, qu'est-ce que Soraya a à me dire aujourd'hui, par exemple ? Alors, en fait, ça s'apprend. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à l'école ou avec les parents. Hein. Ça s'apprend quand on se rend compte que finalement on est pris dans d'une sorte d'engrenage, dans un flot finalement d'activités, de pensées, etc. et qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et là on se dit tiens, il y a quelque chose qui va pas, il faut que j'apprenne à m'écouter. Alors apprendre à s'écouter, c'est être en contact avec soi. Et j'ai envie de passer la parole à Aurore parce que en fait, quand elle fait ses stages de reconnexion, et c'est finalement se déconnecter au monde dans lequel on est complètement absorbé, pour de temps en temps se reconnecter à soi et écouter ce qui se passe physiquement et mentalement. Super intéressant et je suis d'accord, Aurore, si on en venait un petit peu à toi justement, effectivement des stages comme tu les appelles pour se reconnecter à soi, écouter son rythme, effectivement ça peut aider, je pense, à commencer à s'écouter. Après, je pense que l'enjeu ça va être aussi de réussir à intégrer ces petits moments dans le quotidien et pas seulement pendant des périodes occasionnelles. Aura, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, justement, de ton parcours ? Je sais que tu as déjà expérimenté l'épuisement. Et avec le recul, justement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé ou voulu faire différemment ? Déjà, merci de parler de ce sujet de l'épuisement dans cette émission parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui concerne énormément de personnes, que ce soit dans le milieu salarial ou entrepreneurial. Et oui, effectivement, j'ai déjà vécu des périodes d'épuisement et c'est aussi pour ça que je propose ces bulles hors du temps de reconnexion à soi, au vivant, pour muscler justement cette capacité à s'écouter, à se faire de l'auto-empathie, cette capacité à se ressourcer, à trouver ce qui est bon pour soi et l'intégrer au quotidien. Et effectivement, il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir et qui aujourd'hui me permettent de mieux préserver ma santé mentale. Je sais que je fonctionne par cycle et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi ça qu'il est important de voir dans la notion de continuum de santé mentale, c'est que on va pas tout le temps être en pleine forme, super connecté à soi, être de bonne humeur, etc. Et du coup, c'est important d'avoir conscience que c'est un équilibre et que l'épuisement est un processus. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais aimé savoir. Quand je suis passée par là, c'est que l'épuisement c'est pas un état A ou B, enfin c'est pas binaire, il y a vraiment un processus
de surstress permanent. Ensuite, on parle même de burn-in quand notre cortisol est sans arrêt, en train de se diffuser dans notre corps. Et il y a plein de choses qui se passent avant d'arriver potentiellement ou pas à l'image un peu d'Épinal qu'on a du burn-out, à savoir on se lève plus de son lit. Voilà. Moi, je suis jamais arrivée à ce stade d'effondrement psychique et physique total, mais je suis quand même passée par des stades d'épuisement avancés. Et donc, quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est que moi, j'aurais bien aimé savoir que la frénésie, c'est un des stades du processus d'épuisement. En fait, j'étais dans un état frénétique où j'avais plein d'idées en permanence, plein d'énergie, où je dormais plus et j'avais plus du tout des petits symptômes physiques que je pouvais voir au début quand je commençais à être fatiguée. En fait, dans cette phase de frénésie, on se sent un peu coupé finalement de ses émotions, de ses douleurs, etc. Et notre tête fonctionne en permanence. Donc on n'arrive pas à dormir, mais c'est pas grave parce que ça nous a permis d'avancer. Et ça, prendre conscience que c'est pas normal d'être dans cet état frénétique, en tout cas que c'est un signal d'alerte. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Et aussi, la deuxième chose, c'est qui est important. En fait, il y a plein de choses, mais si j'essaie de résumer, la deuxième chose, c'est aussi que le processus d'épuisement crée un manque de lucidité. Et donc, on a du mal à se rendre compte, non seulement qu'on est en état d'épuisement, mais aussi on a souvent on se dit ah faudrait que je priorise ou faudrait que je délègue ou alors faudrait que je parle de ce problème à mon client, à mon collègue. En fait, c'est extrêmement difficile à faire, encore plus difficile à faire que d'habitude quand on est dans cet état d'épuisement. On manque vraiment de lucidité. Et en plus, comme on est un peu irritable, comme le disait Sabine, on peut avoir peur aussi, on peut avoir des émotions inappropriées. On a du mal à parler, on a du mal à oser oser parler de notre état d'épuisement à notre entourage en fait. Et puis la dernière chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est que c'est pas parce que on ne dépasse pas nos horaires de travail habituels qu'on ne peut pas être en épuisement. Moi, dans les périodes d'épuisement que j'ai traversées, j'ai jamais fait des horaires vraiment extravagants, j'ai jamais fait du 8h minuit, enfin ça m'arrivait, mais exceptionnellement. En fait, ce qui comptait à chaque fois, c'était autre chose, soit la charge mentale très très intense, le fait d'avoir énormément de choses différentes à faire dans une même journée. Je pouvais travailler sur 12 projets en même temps, enchaîner les réunions sans prendre le temps de me reposer. Ou alors, dans un autre cas, c'était la perte de sens totale de ce que je faisais. Je ne comprenais plus l'utilité de mon travail. Et donc voilà, aussi, ça me semble important de rappeler que c'est pas parce que on n'est pas obligé de faire du 8h minuit pour arriver en burn-out. Voilà, ça peut se passer vraiment de plein d'autres façons. Hyper précieux, Aurore, tout ce que tu viens de dire, c'est pareil, vraiment, tout ce que tu viens de dire, je trouve que c'est... j'ai envie tout de suite, même on n'a pas fini l'épisode, mais de partager cet épisode à plein d'entrepreneurs avec lesquels j'ai échangé ces derniers temps, ou justement sur ces sujets-là. Et voilà, pareil, un peu pour résumer, en fait, ce que tu nous as dit, Aurore, tu nous as dit, la première chose, c'est comprendre que l'épuisement, c'est un processus dynamique. Donc là encore, arrête-moi si je me trompe, mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est que effectivement, c'est pas parce qu'un jour on est fatigué que le lendemain ça va mieux, qu'en fait non, ça va, je suis pas en épuisement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est sur le Exactement. long terme. Et souvent, c'est des stress répétés, en fait. Et on est de moins en moins capable de faire face à ce stress répété. Et un jour, ça lâche. Exactement. La deuxième chose dont tu as parlé, pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est le côté frénésie. C'est pas parce qu'on est à 1000 à l'heure, qu'on a 1 million d'idées, qu'on fait 12 000 choses. C'est vrai, ça peut sembler en plus hyper gratifiant, hyper bien. On peut se dire, ah, j'ai fait plein de trucs. Mais c'est pas forcément un bon signe, c'est ça que tu dis, en fait. C'est pas forcément un bon signe de fonctionner comme ça, d'être en pleine frénésie. Troisième chose, le manque de lucidité sur justement, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais pas bien, est-ce que je dois déléguer, est-ce que je dois pas déléguer. Et puis c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est un sujet tabou, surtout dans l'entrepreneuriat où quand même il y a beaucoup de personnes qui prônent travailler, voilà. Et ça, c'est un sujet justement dont j'aimerais bien qu'on parle ensemble aujourd'hui. Mais c'est vraiment, Aurore, super intéressant. Merci beaucoup pour ça. On reviendra sur comment est-ce que tu gères les choses aujourd'hui pour éviter de retomber là-dedans, justement. Sabine, peut-être on peut revenir justement à toi, après tout ce qu'a dit Aurore. Vraiment, elle a mis le doigt, je trouve, sur des choses dont on ne parle pas assez, qui sont
qui, quand on est entrepreneur, peuvent paraître tout à fait normales. Et justement, peut-être renforcer encore ce message, Sabine, est-ce que en tant qu'entrepreneur, du coup, est-ce que c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on est plus à risque que les autres, parce qu'on sait qu'on est plus à risque. Pourquoi les entrepreneurs, ils s'informent pas sur le sujet de la santé mentale? En gros, ma question, c'est est-ce qu'ils considèrent que c'est un luxe, la santé mentale, que j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là, je dois avancer? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors, je pense pas que ce soit considéré comme un luxe. Je pense qu'ils y pensent pas et ils ne se sentent pas concernés. C'est-à-dire que ce que disait Aurore tout à l'heure à propos de l'adrénaline, cette adrénaline leur donne tellement d'enthousiasme, d'exaltation, de plaisir à créer, à construire leur projet, qu'en fait, ils ne voient pas en quoi, enfin, au début en tout cas, enfin avant les signaux de l'épuisement, je ne vois pas pourquoi je me renseignerais là-dessus. En fait, tout va bien, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc en fait, c'est pas voilà, c'est juste ils ne se sentent pas concernés par le sujet. Et puis après, malheureusement, quand ils se sentent concernés, ça veut dire qu'il y a déjà eu des dégâts qui ont été faits. Alors pourquoi les entrepreneurs sont-ils plus à risque? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur que l'entrepreneur, il est quand même souvent seul. Alors même s'il entreprend avec des associés, il y a une forme de solitude qui est induite par la responsabilité. La deuxième chose, c'est que l'entrepreneur a tendance à s'identifier à son projet et parfois il perd un peu de vue la frontière entre lui en tant que personne et l'entrepreneur qu'il est, et son projet et son activité. Et donc en fait, il n'est plus que son projet et son activité et il perd contact avec la personne, qui il est, l'humain qu'il est. La troisième contexte qui favorise ça pour les entrepreneurs, c'est tout de même de travailler toujours dans l'urgence. C'est vrai que au début de l'activité notamment, mais je crois que ça ne s'arrête jamais. On croit que c'est au début, mais c'est tout le temps. On est tout le temps dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème à régler, il y a toujours quelque chose à faire rapidement pour pouvoir avancer, pour aider. Comme on est un peu le centre finalement névralgique, même si on a beaucoup d'employés, les employés, à un moment donné ou à un autre, ça retombe toujours sur vous, ça remonte toujours à vous. Donc il y a quand même un travail dans l'urgence qui peut aussi sensibiliser les entrepreneurs justement aux risques de santé. Il y a aussi toutes les croyances. Aurore, il faisait référence, et l'entrepreneur, il a aussi ses croyances. Et il y a par exemple des croyances véhiculées par la société. Un entrepreneur, ça doit travailler beaucoup. Un entrepreneur, Elon Musk, il dormait dans ses usines et il travaillait 16 heures par jour. Steve Jobs, c'était pareil. Donc en fait, il y a quelque part une valorisation, une survalorisation de l'investissement en temps. Je sais aussi, par exemple, pour être moi-même cofondatrice d'une start-up, dans le monde des start-up, on vous prévient, on vous dit oh là là, il va falloir bosser, parce que ça va être difficile, vous n'aurez plus de week-end, vous n'aurez plus de vacances. Donc il y a comme cette idée reçue qui est véhiculée, je dirais, par tous les écosystèmes, qui tente à dire que l'hypertravail, c'est un standard de succès. Et donc, c'est des croyances. Alors, cette croyance-là et d'autres, évidemment, des croyances plus personnelles sur l'hyper-responsabilité, qui vont nous amener à peut-être justement être plus sensibles à tous ces risques. Il y a aussi le fait que l'entrepreneur prend des risques. C'est une certitude. Et ce qui est aussi certain, c'est qu'il vit dans l'incertitude. Parce que ces risques, c'est finalement un environnement d'incertitude qu'il doit gérer en permanence. Il a des pressions de toutes parts, ça vient de partout, il a une charge mentale énorme. Donc, c'est vrai que tout ça, ça sensibilise. Et je rajouterais pour les jeunes entrepreneurs, enfin en tout cas pour les entrepreneurs récents, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pression supplémentaire qui vient de la technologie et qui vient de l'image. L'entrepreneur doit se mettre en scène. Et mine de rien, c'est une pression supplémentaire. Et je finirai sur les ascenseurs émotionnels. En fait, bien sûr, il y a cette adrénaline qui devient toxique, parce que trop d'adrénaline, trop de plaisir, trop d'investissement, c'est génial. Mais cette frénésie, elle coûte, elle épuise. Mais il y a aussi toutes les autres émotions qui viennent en fait faire une sorte ça n'arrête pas de monter et de descendre. Ça peut être
la peur que tout s'écroule, la peur de ne pas pouvoir rentrer assez d'argent, la peur de ne pas tout contrôler, la peur de tout perdre et d'avoir fait tout ça pour rien, tous ces sacrifices pour rien. Il y a aussi parfois des sentiments d'injustice. Quand ça va moins bien, il y a des clients ou des employés, par exemple, qui revendiquent des choses alors que nous-mêmes, on ne se l'autorise plus depuis longtemps. Et donc, c'est un sentiment qui est difficile à gérer. Ou le banquier qui durcit sa position alors qu'il était super sympa au début et que il nous faisait des sourires. Et puis là, tout à coup, ça devient difficile. Donc, c'est vrai c'est vraiment toute la panoplie des émotions et pas seulement la joie et le plaisir qui viennent épuiser l'entrepreneur. Donc, on a vraiment bien identifié les facteurs, entre guillemets, de risque qui rendent l'entrepreneur vulnérable. Il y a quand on aime son projet à ce point qu'on finit par s'identifier à son projet, on a du mal à se reconnecter à soi-même. Donc, ça peut être dangereux. Sabine, c'est ce que tu disais. Il y a aussi le fait de travailler toujours dans l'urgence. Ça, c'est vrai qu'il y a toujours des choses très importantes à faire. Et cette notion aussi d'optimiser le temps au maximum, ça peut être extrêmement fatigant. Et tu parlais aussi d'un sujet très important, je pense, Sabine, celui des croyances. Et là, j'aimerais juste rebondir par rapport à ce que tu disais. Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à ces personnes qui ont cette croyance effectivement, pour réussir, il faut forcément trimer, il faut sacrifier sa santé. En gros, les deux, c'est un peu inconciliable, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais répondre à ça? En tout cas, il y a beaucoup de travaux pour justement trouver des techniques et des process pour libérer les croyances, puisqu'on sait très bien que la croyance, évidemment, la croyance, c'est quoi? Donc, ce sont des certitudes que nous avons, qui sont parfois complètement inconscientes et qui nous permettent de raisonner, d'avoir des raisonnements et de prendre des décisions. Donc, ça veut dire que nous avons besoin, nous les humains, d'avoir des certitudes, d'avoir des croyances pour pouvoir avancer dans la vie. Le problème, c'est qu'il y a des croyances qui sont porteuses, qui nous apportent de l'énergie, et puis il y a des croyances qui, au contraire, nous épuisent et nous prennent de l'énergie. Donc, la vraie difficulté, c'est d'identifier déjà, de prendre conscience de ces croyances, parce qu'elles sont souvent inconscientes. Elles viennent de notre éducation, donc elles sont loin, 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 et on ne se rend même pas compte qu'on croit ça. On croit que c'est une vérité, alors qu'en fait, c'est simplement une vision du monde qu'on peut changer ou qu'on peut nuancer. Et puis quand on se rend compte effectivement de la croyance que l'on a et qui peut nous gêner et nous empêcher dans la vie ou nous épuiser, eh bien la difficulté, ça va être de la faire tomber, ou en tout cas de la nuancer. C'est-à-dire que ce qu'on travaille en thérapie, notamment, ou en coaching, c'est comment on va nuancer la croyance pour reprendre de la marge de décision, pour reprendre un espace de décision plus large, plus riche, dans lequel on va pouvoir trouver plus de liberté et régler certainement nos peurs, nos blocages et ce qui peut nous amener à l'épuisement. Donc vraiment travailler sur ces croyances qui peuvent être un petit peu, j'ai envie de dire, même toxiques finalement. Tout à fait. Essayer de travailler sur ces croyances-là. Puis parlons d'ailleurs des conséquences du risque d'épuisement, parce que je pense que c'est important quand même de souligner que c'est vrai qu'on entend tellement parler de burn-out aujourd'hui qu'on peut tendance à banaliser la chose, à l'employer un peu ici et là, mais je pense que c'est important de souligner les risques liés à l'épuisement. Toi qui es passé par là quand même plusieurs fois, est-ce que tu peux nous parler de concrètement comment ça s'est traduit? Et en plus, tu nous as dit que tu n'es pas arrivé au stade où tu n'arrivais pas à te lever le matin, mais concrètement, comment ça a bouleversé ton quotidien? Et en gros, c'est quoi les conséquences d'un épuisement? Déjà, il y a des conséquences personnelles directes. Ça peut être du repli sur soi, ça peut être des décisions complètement inappropriées parce qu'on n'est pas lucide. Moi, personnellement, j'ai la deuxième fois, je me suis arrêtée pendant 3, 4 mois. Et donc, bon, j'ai réussi à mettre cette période vraiment à profit pour me reconstituer une santé, vraiment me reposer et ne rien faire au bon sens du terme. J'adore Rachel Yu, cofondatrice de Human Tempo, qui dit tout le temps, je ne fais pas rien, je crée de l'énergie. J'ai passé 4 mois à recréer de l'énergie et c'était génial. Mais voilà, ça peut être
très, très difficile à vivre pour soi. Et puis surtout, plus on attend, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est très important de détecter les signaux d'épuisement le plus vite possible, parce que plus on attend, plus les conséquences peuvent être graves, plus on a de risques de tomber en dépression ou en syndrome d'anxiété généralisée. Et ça, on met des mois et des mois à pouvoir se relever, parfois 1 an, parfois 2 ans. Et puis, il y a aussi évidemment des conséquences sur son projet entrepreneurial. Quand on entreprend une société et qu'on doit s'arrêter pendant 3, 4, 6 mois, eh ben, c'est 6 mois où plus rien n'avance, où on peut perdre des clients, on perd vraiment beaucoup de temps dans son développement. C'est une situation qui peut être très difficile aussi pour ses associés, qui doivent potentiellement reprendre la charge de travail qu'on ne peut pas faire. Donc, d'un point de vue aussi un peu business et pragmatique, c'est pas du tout une bonne idée, en fait, de trop tirer sur la corde. Il vaut mieux s'arrêter, apprendre à se reposer, et je peux aussi en parler, apprendre à se reposer quotidiennement, voilà, toutes les semaines, vraiment au quotidien. J'aime beaucoup Albert Moukabert qui dit tout le temps, c'est absurde de passer 6 mois à travailler de manière acharnée et puis se prendre 2 semaines de vacances. Personne ne mangerait pendant 2 semaines énormément et puis plus rien pendant une semaine, et personne ne passerait par exemple 2 semaines à dormir et puis ensuite une semaine à pas dormir. En fait, ça n'a pas de sens de fonctionner dans les extrêmes. Et donc voilà, c'est pareil pour le repos, c'est pareil pour l'intensité de travail. Il faut trouver son rythme, son propre rythme, qui nous permet de garder cet équilibre tout au long de son projet. Est-ce que je peux me permettre, Soraya, de rajouter, pour moi, il y a aussi une conséquence sur le corps. Pour avoir vu Oui. dans mon cabinet des personnes qui avaient effectivement basculé, parce que souvent on parle de burn-out, mais en fait le burn-out c'est quelque chose de médical. C'est-à-dire quand on bascule dans le burn-out, oui, on finit à l'hôpital. Tout ce qui est avant, c'est plus de l'épuisement et effectivement du pré-burn-out, c'est-à-dire si on continue comme ça, effectivement, on va aller dans le mur. Et quand on a basculé, il peut y avoir des dégâts neurologiques, Mm. il peut y avoir des dégâts notamment sur la mémoire, avec des pans complets de la vie qui sont effacés de notre mémoire, et des seuils de résistance, des seuils de sensibilité qui sont complètement différents et qu'on va pas récupérer sitôt, voire qu'on ne récupérera pas. Et parfois, je dis aux personnes que j'accompagne, c'est plutôt bien de pas récupérer les mêmes seuils, parce qu'au moins ça évite de se replonger trop vite. Voilà, donc il y a une dégradation de la santé aussi, parce que on peut faire baisser son système immunitaire. Cette fatigue, cet épuisement va baisser le système immunitaire et on va pouvoir déclencher aussi des maladies. C'est vraiment intéressant ce que vous avez dit toutes les deux, parce qu'on comprend vraiment que le risque, il est important, que ce soit pour la santé physique et mentale, hein, Sabine, comme tu le disais. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que tu disais en préparant l'émission. Tu disais, je vous ai posé la question, je pense, comment se remettre d'un épuisement, et tu disais, il n'y a pas d'autre choix que de s'arrêter, en fait. Et donc ça, je pense que peut-être beaucoup d'entrepreneurs ne se rendent pas compte que oui, que les conséquences peuvent être aussi graves. Et toi, Aurore, tu parlais effectivement des conséquences d'un point de vue personnel, mais tu as aussi souligné, et je trouve ça plutôt malin, surtout quand on s'adresse à des entrepreneurs, les conséquences sur l'entreprise. En fait, on croit bien faire en se donnant à 1000%, mais en fait, est-ce qu'on pense vraiment au bien de l'entreprise sur le long terme? C'est des vraies questions. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour avoir fait passer ces messages. Et du coup, maintenant qu'on a bien compris que c'est très très risqué d'aller sur ce terrain-là, on va plutôt parler de solutions concrètes, parce que bon, ok, on a compris, il faut prendre soin de soi, faut y aller mollo pour durer, etc. Mais Aurore, je reviens à toi. Du coup, concrètement, moi, je veux bien savoir comment on fait. On le sait toutes les trois, on est entrepreneurs, on a des listes de to-do à faire qui sont interminables. Et si on est d'accord avec tout ce que vous dites, qu'on est convaincu qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut se reposer quotidiennement et pas uniquement pour les vacances, mais qu'en même temps, on a des échéances, on a des allocations chômage qui arrivent peut-être à terme, puis il y a des opportunités parfois qu'on n'a pas envie non plus de louper pour se reposer. Concrètement, comment on fait? Toi, en tout cas, Aurore, maintenant que tu lances ton projet, comment ça se traduit dans ton quotidien? Comment est-ce que tu fais pour bâtir tout en te préservant? Oui, c'est une super question, et donc j'essaie vraiment de mettre de la conscience là-dessus chaque jour. Je dis pas du tout que j'ai toutes les solutions, mais je peux vous partager ce que moi j'essaie de faire au quotidien.
L'image que tu as employée, Soraya, elle est extrêmement juste et je pense qu'elle va résonner chez beaucoup de personnes qui nous regardent. L'image de la to-do list interminable, elle est tellement stressante. Enfin, c'est pas possible en fait de garder ça, de garder ces to-do list interminables. Et alors, on peut évidemment se doter de plein de méthodes pour prioriser. Il y en a plein qui existent, voilà, les méthodes entrepreneuriales, etc. Mais il y a une chose qu'on sait très mal faire dans notre société, c'est savoir renoncer. Et ça s'apprend, apprendre à renoncer. Et je pense que si la société arrivait plus facilement à renoncer à certaines choses, on serait par exemple pas là où on en est sur le plan écologique. Alors comment je fais pour renoncer? Moi concrètement, je me donne un peu 3 critères quand je sens que ma to-do elle devient beaucoup trop touffue. Le premier, c'est le critère de la fluidité. Est-ce que je sens que ce projet avance de manière fluide? Est-ce que je sens que cette relation est fluide? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose de simple, comme une rivière qui coule sans encombre, en fait, vers tel ou tel pan de mon projet, plutôt que vers tel ou tel autre pan de mon projet. Donc plutôt choisir la fluidité et la simplicité. Le deuxième critère, ça va être l'épanouissement. Est-ce que j'y prends du plaisir? Alors évidemment, on ne peut pas prendre du plaisir à tout. Il y a tout un aspect notamment administratif qui est obligatoire. Voilà, on ne peut pas tout le temps cocher ce critère à 100%. Mais voilà, le projet entrepreneurial, c'est quand même un projet avec lequel on va vivre pendant des mois et des années. S'il ne nous fait pas plaisir, ça pose quand même sérieusement question. Et puis le troisième critère, ça va être celui du retour sur investissement monétaire. Là, typiquement, j'ai eu le cas avant les congés de fin d'année. Il fallait que je choisisse entre commencer tout de suite la communication autour d'une retraite de rando-danse dans les Cévennes au printemps, et puis répondre à un appel d'offres. Je me suis dit, bon, en termes de chiffre d'affaires, si je gagne cet appel d'offres, je peux avoir X milliers d'euros et c'est 10 fois plus important que le chiffre d'affaires que je vais pouvoir gagner avec cette retraite. Et donc parfois aussi se donner, enfin c'est important aussi de se donner des critères très pragmatiques parce que le retour sur investissement monétaire, c'est aussi ce qui va nous mettre en sécurité financière, c'est aussi ce qui va nous permettre de souffler, de pouvoir prendre des vacances derrière. Et donc voilà, là typiquement j'ai choisi, j'ai répondu à l'appel d'offres, bonne nouvelle, je l'ai gagné. Donc voilà, il y avait de la fluidité aussi là-dessus. Donc voilà, je dirais apprendre à renoncer, ça c'est vraiment la première brique essentielle pour sortir du vortex de la to-do list interminable. Et puis il y aurait plein de choses que j'aurais envie de partager. J'aurais aussi envie de dire que l'épuisement, c'est certes, enfin, en fait, il y a 2 dimensions pour moi à l'épuisement. Il y a la dimension intime, on en a beaucoup parlé, notamment les croyances limitantes. Moi, j'ai réussi à en déconstruire un certain nombre, je suis encore en cours. Mais il y a aussi la dimension organisationnelle. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est responsable de l'organisation de son travail. Et alors, ce que j'essaye de faire, moi, c'est dans mon organisation de travail, de me prévoir des temps où je peux me reposer. Le repos, c'est pas uniquement le repos physique, on va dormir. Ça peut être le repos émotionnel, relationnel, le repos cognitif, le repos émotionnel, le repos sensoriel. Et donc, par exemple, je sais que pour moi, c'est très dur de rester toute la journée devant un écran d'ordinateur. J'ai besoin d'activer d'autres sens, de reposer ma vue. J'ai besoin d'activer dans mon corps. Donc, je me prends des pauses régulièrement dans ma journée pour faire autre chose, des tâches du quotidien, me balader, même faire la cuisine le midi. Ça paraît tout bête, mais juste le fait de se mettre dans une autre dynamique, ça m'aide beaucoup et ça me permet d'éviter l'effet tunnel. Pareil, j'ai pas de réunion avant 10 heures du matin. Le lundi matin, je ne fais rien. Mon agenda est vide, comme ça je peux commencer la semaine tranquillement. Et puis, quand je sens que je l'ai tiré sur la corde pendant 2, 3 semaines, que vraiment je me suis donnée à fond parce qu'il y avait plein de choses, plein d'opportunités géniales, des retraits, des résidences, etc. Eh bien, la semaine suivante, j'annule mes soirées. J'annule des réunions. Et maintenant, j'ai plus peur de dire bonjour, ça me tient vraiment à cœur le projet qu'on est en train de faire, la réunion qu'on doit avoir ensemble. Et là, je me sens vraiment fatiguée, j'ai besoin de repousser. Est-ce que tu serais OK? Donc voilà, j'ai plus du tout de mal à dire ça aujourd'hui. Et je pense que ça me sauve pas mal. En tout cas, ça me permet de mieux accompagner mes cycles, on va dire, de dépense d'énergie et de récupération d'énergie.
Voilà. Et puis peut-être la dernière chose, avant de laisser peut-être Sabine réagir, c'est que j'essaie toujours aussi de mettre du discernement sur le rythme qui me convient. On est dans un écosystème entrepreneurial qui pousse beaucoup vers un certain modèle entrepreneurial qui est celui de la start-up, de la scalabilité, de la croissance rapide. En réalité, il y a d'autres modèles. Il y a le modèle de l'entrepreneuriat indépendant, de la TPE, PME. On peut aller à son rythme, on peut être seul, en équipe, on peut voilà, choisir vraiment le rythme qui nous convient, un rythme qui nous semble soutenable pour nous et pour l'énergie qu'on est prêt à mettre dans ce projet. C'est vraiment passionnant, vraiment. Merci mille fois parce que je trouve que tout ce que tu partages, c'est hyper pratique, hyper pragmatique. Quand on t'entend parler, c'est pas juste mais si reposez-vous, c'est important. C'est ben voilà, moi concrètement, j'ai 3 critères pour savoir ce que je vais garder dans ma to-do list. J'ai adoré aussi avoir le courage d'apprendre à renoncer parce que tu as tellement raison. C'est quelque chose de tellement difficile. Il y a plein de personnes qui n'osent pas renoncer. Puis, hein, mais d'un autre côté, je pense que c'est sincèrement une vraie question à se poser. Enfin, faut vraiment se poser la question du renoncement parce que sinon, des choses à faire, il y en aura toujours. J'ai bien aimé aussi tes petites techniques d'organisation avec les temps de repos dans la journée. Ça aussi, pour moi, c'est courageux en fait de faire ça. Et aussi, quand tu dis, ben, quand j'ai un peu tiré sur la corde, je dis, j'allège mes soirées, je dis, bah, j'adore votre projet, mais là, j'ai besoin de me reposer. Je pense que si, en fait, on faisait tout ça, bah, du coup, ça paraîtrait plus normal et on aurait moins honte de le faire. Ce serait comme un cercle vertueux. Je pense il faut qu'on commence à normaliser, en fait, cette façon de travailler, je pense. Exactement. Et tout à l'heure, il me semble qu'on parlait de culture de l'urgence ou de culture du flux tendu. C'est une culture et on peut complètement ensemble mettre en place d'autres manières de travailler, d'autres manières de percevoir ce qu'est une réussite professionnelle et une bonne motivation dans son travail. Tout à fait, tout à fait. Sabine, je reviens à toi. Est-ce que tu as envie d'abord de réagir à ce que disait Aurore? On entend, c'est vrai, beaucoup parler aujourd'hui maintenant, slow entrepreneur, smart entrepreneur, etc. Est-ce qu'une autre façon d'entreprendre plus sainement est possible finalement? Alors, j'ai expérimenté plusieurs choses moi-même. Hein. J'ai fait l'auto-entrepreneur entre guillemets, hein, le libéral entre guillemets, et la start-up. Je pense que oui, évidemment, il y a plein de formes et on a toujours le choix. Je suis d'accord. Maintenant, si on est parti dans un couloir, parfois c'est très difficile de remettre la barre de l'autre côté, quoi. Donc c'est possible, mais c'est pas évident. Et c'est vrai que parfois il y a des activités qui ne se prêtent pas un fonctionnement X ou Y. Donc en fait, il y a des activités qu'on peut faire effectivement en libéral, en PME, TPE, avec un travail de développement progressif. Et puis il y a des activités qui malheureusement demandent tellement d'investissement que on est obligé de fonctionner en mode start-up. Et ce mode de start-up effectivement est particulier et c'est pas du tout évident de s'en affranchir. Pas du tout évident. Très bien. Bah, je voudrais juste, du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, c'était vraiment très intéressant. Parler d'un autre sujet qui, je pense, affecte aussi la santé mentale des entrepreneurs. Je pense que selon l'étude de Willa, c'était d'ailleurs un des sujets qui générait le plus de stress chez les entrepreneurs, c'est l'incertitude. On ne sait pas tellement de quoi demain sera fait. Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que ça va marcher mon projet? Etc. Et d'ailleurs, en général, hein, même en dehors de l'entrepreneuriat, on sait très bien que l'incertitude, c'est extrêmement difficile. L'être humain, il aime pas ça, l'inconnu. Sabine, justement, en tant que thérapeute, je m'adresse à toi. Est-ce qu'il y a des façons de gérer l'incertitude, de gérer l'inconnu? Parce que de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas le choix. Mais ça fait toujours peur. Concrètement, est-ce qu'il y a des façons de pouvoir un peu mieux gérer l'inconnu? Alors j'ai identifié 4 principes majeurs, mais je pense qu'il y a plus que ça. Tu as dit une chose extrêmement importante, c'est qu'effectivement on ne peut pas imaginer, enfin je veux bien rêver, mais ça reste un rêve, un monde sans incertitude, parce que c'est la vie qui veut ça, c'est-à-dire que le vivant est toujours en train d'avancer, toujours en train de se transformer. Et on ne sait jamais vers quoi il se transforme. Ça me paraît difficile d'imaginer un monde sans incertitude. Donc la vraie question, c'est, pour vivre dans l'incertitude, déjà, il faut arrêter de rêver à ça. C'est-à-dire arrêter de se battre
contre l'incertitude, mais se battre avec l'incertitude. Je repense à une expérience personnelle pendant le Covid où des amis à moi me disaient ah là là, quand est-ce que ça va redevenir comme avant? Et en fait, j'étais surprise de cette réflexion parce qu'en fait, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui est maintenant, avec l'incertitude de maintenant, avec ce qui se passe maintenant, et pas avec ce qui se passait hier ou ce que j'aimerais qu'il se passe demain. Donc c'est vraiment toujours revenir au présent et à qu'est-ce que je vis dans le présent. Je pense que c'est vraiment très important. Et puis c'est aussi vivre dans l'incertitude, survivre dans l'incertitude, c'est avoir une démarche sur le sens. Je ne parle pas du sens de l'incertitude, mais je parle du sens qu'on veut se donner à soi, du sens qu'on va trouver dans sa vie, dans son quotidien, dans ce qu'on veut faire. Hein. Donc, c'est réfléchir finalement à ce qui est le plus important pour nous ici et maintenant. Qu'est-ce qui est important pour moi ici et maintenant, quelle que soit l'incertitude qui m'entoure. Deux autres pistes, une piste sur quand même essayer de mettre en place des routines structurantes. D'ailleurs, je trouve que Aurore en a parlé tout à l'heure finalement, parce qu'elle a parlé le lundi, je ne travaille pas. Voilà, elle a structuré son emploi du temps, elle a structuré sa vie. Et ça, l'humain a besoin de structure, il a besoin de routine pour sécuriser finalement cet environnement dans lequel tout bouge tout le temps, y compris lui, y compris son organisme. Donc, comme tout change tout le temps, parce que la vie c'est le changement, c'est le mouvement, ces routines vont lui permettre de construire le minimum nécessaire, on va dire, pour garder le pied, avoir des choses stables dans la vie. Voilà. Donc je pense que c'est important de mettre en place des routines structurantes. Ça peut être effectivement décider de ne pas travailler le lundi matin. Moi je sais par exemple j'ai une routine structurante, c'est que je fais toutes les choses désagréables plutôt le matin, comme ça l'après-midi je suis tranquille. Je fais des choses administratives à des moments donnés de façon à ce que je puisse prendre du plaisir à d'autres moments. Donc c'est vrai que voilà, créez-vous des routines. Par exemple aussi, avant de dormir, je fais un travail de méditation ou de pleine conscience pour pouvoir justement poser toutes les choses et avoir un sommeil plus réparateur. Voilà. Donc trouvez vos routines. Il n'y a pas de route. Il faut pas tous avoir les mêmes. On a tous des routines à mettre en place. Lesquelles chercher, travailler sur ce qui vous fait du bien. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et puis donc le dernier, c'est agir. En fait, quand on est dans un inconfort, dans l'incertitude totale, faire, avancer, c'est le meilleur moyen de se débarrasser de l'anxiété. En tout cas, de libérer de l'anxiété. On va pas dire qu'on en a plus, mais on en a moins. Donc agir, c'est extrêmement important. Et puis comme je suis formée aux neurosciences, j'adore parler de l'agilité mentale parce que je constate que plus on a d'agilité mentale et plus on envisage la vie sans anxiété. En tout cas, moins on ressent d'anxiété. Donc parce que la vie est anxiogène, évidemment. Hein, comme je disais, ça bouge tout le temps, il y a des mouvements partout. Donc évidemment, c'est plein de promesses, mais c'est aussi plein d'incertitudes. Et donc, l'agilité mentale, les travaux et les découvertes en neurosciences nous permettent maintenant de nous dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour développer ma capacité à vivre dans l'incertitude ?» Puisque comme je le disais, il va falloir faire avec. Se battre contre, c'est pas la peine. Il vaut mieux s'en faire une amie. Ben là encore, merci beaucoup Sabine, vraiment passionnant, mais vraiment passionnant. Je trouve que c'est hyper pratique, c'est vraiment des conseils pratiques, encore une fois, que tu nous donnes. Et ah oui, effectivement, accepter la réalité, accepter que de toute façon, l'incertitude, elle fera partie de la vie, c'est comme ça. Revenir dans l'ici et le maintenant, se dire, bon, je peux pas contrôler ce qui se passera demain, mais là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui serait bon pour moi ? Avoir ces petites routines un peu dont tu parlais aussi pour structurer, justement, oui, on peut pas tout contrôler. Du coup, la routine, ça a quand même quelque chose de rassurant. Et puis agir, effectivement, je suis d'accord. Agir, c'est aussi un super bon remède pour l'anxiété. Donc, merci beaucoup pour ça. Aurore, toi, de ton côté, est-ce que l'incertitude, ça fait partie des sources de stress ou tu as plutôt d'autres types d'anxiété liées à l'entrepreneuriat? Alors, je crois que maintenant, je réussis mieux à gérer l'incertitude qu'avant.
Et du coup, là-dessus, je trouve qu'on n'est pas forcément hyper bien outillé en tant qu'entrepreneur. Mm. C'est-à-dire que on nous présente souvent des outils pour structurer sa roadmap, voilà, des outils de type raison d'être, vision, mission, objectif stratégique, objectif opérationnel à 6 mois, 3 mois, etc. J'adore ces outils. Je les utilise souvent. Et en même temps, je prends beaucoup de recul sur eux en ayant tout à fait conscience que la vie, comme l'entrepreneuriat, c'est pas une autoroute toute tracée. La vie et l'entrepreneuriat, c'est un chemin forestier qui va passer par des collines, des ravins, des montagnes, qui va faire des détours, qui va rencontrer des obstacles, qui va rencontrer des alliés. Et on est là avec notre petite carte forestière et je prends ces outils de vision, mission, objectif, etc. comme des boussoles qui m'aident à me réorienter sur le chemin quand je me perds un peu trop dans les bosquets de la forêt. Et donc voilà, utiliser ces outils de structuration régulièrement, moi ça m'aide beaucoup pour ne pas me sentir dans un flou artistique, me dire ok, voilà c'est mes priorités, et en même temps en ayant tout à fait conscience que globalement mes priorités vont sûrement changer 3 fois dans les 6 mois qui arrivent, et à chaque fois être capable de réutiliser ces outils-là. Donc ça m'aide beaucoup. Et puis, je parlais de charge mentale, je crois que moi c'est plutôt ça qui me provoque de l'inconfort. Et donc, pour ça, je travaille notamment sur, on va dire, enfin, il y a quelques outils très concrets que j'utilise quand vraiment j'ai trop de stress, notamment la respiration en carré. Voilà, inspirer 4 fois, bloquer 4 temps, enfin pardon, inspirer pendant 4 temps, bloquer 4 temps, expirer pendant 4 temps, bloquer 4 temps, etc. Donc ça, c'est un peu mon outil en cas d'urgence. Et sinon, encore une fois, quand j'arrive devant ma boîte mail et qu'elle est remplie de mails, avant de renoncer, etc., j'accepte aussi de ne pas répondre à tout de suite, de me dire, OK, je m'enlève cette pression, cette charge mentale de devoir être dans l'hyper-réactivité tout de suite. J'assume que bah, parfois je réponds à des messages pas importants dans 2 jours, 3 jours, et c'est OK. Et pour aussi réduire ma charge mentale, ce que moi je pratique beaucoup, c'est le mouvement, redescendre dans le corps. Je pratique le mouvement intuitif, la danse depuis 15 ans et ça m'aide beaucoup. Et je suis pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de mettre en place des rituels, mais j'essaie hein, petit à petit. Et donc depuis quelques temps, depuis quelques mois, j'essaie de me dire, ok, tous les jours, je me prends 5 minutes où je me fais des étirements. J'essaie de revenir vraiment dans mon corps. Je sens les zones qui sont tendues en moi. Et du coup, je me fais un petit check-up. Ça aide aussi à prendre conscience de son état de stress, de fatigue du moment. Voilà, revenir dans le corps, vraiment avoir des activités physiques qui me font du bien. Ça aide, moi, ça m'aide à sortir du mental et donc de ce stress, de parfois de l'impression d'avoir une cocotte minute parce qu'on a trop de choses à faire. Merci beaucoup, Aurore, c'est super intéressant. Pour presque conclure, parce que c'est pas totalement la conclusion, mais est-ce que il y a eu justement un moment de ton parcours entrepreneurial où justement ta santé mentale a été mise à rude épreuve et avec le recul justement les choses que tu ne referais pas, les choses que tu ferais différemment, Sabine? Oui, oui, bien sûr, hein, je pense que là, enfin, j'étais un peu étonnée d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure des 40% des entrepreneurs, parce que moi, je pense honnêtement que, enfin, il y a une majorité des entrepreneurs qui, à un moment donné ou à un autre, vont se confronter à trop d'investissement ou trop de temps passé ou une charge mentale trop importante, etc. Donc oui, bien sûr, ça m'est arrivé aussi. Je dois dire que comme j'étais un petit peu renseignée, je l'ai senti venir. Et donc j'ai vraiment mis en place, et je rejoins complètement ce que disait Aurore tout à l'heure, ça va renoncer. Alors j'ai mis en place tout de suite des renoncements immédiats à pas mal de choses d'ailleurs, pour couper net entre guillemets la pente dans laquelle je m'étais engagée et qui descendait très vite. Donc oui, effectivement. Je pense que être renseigné, ce genre de podcast, c'est quand même indispensable à l'entrepreneur pour que l'entrepreneur, à un moment donné, puisse être éveillé, être attentif à ce qui peut se passer pour lui et réagir. Et je pense que ça, c'est vraiment important d'être d'informer et
de libérer la parole sur la problématique de la charge mentale, sur la problématique de l'adrénaline toxique, etc. J'ai encore une question pour toutes les deux, juste avant de terminer l'émission. Justement, on parle d'informer, d'en parler, de briser les tabous. Là, vraiment, elle est pour toutes les deux. Ma question, si vous aviez des ressources qui, en tout cas, vous ont aidé dans votre parcours entrepreneurial et même personnel, enfin, que ce soit des livres, des podcasts, des applications, Sabine, évidemment, n'hésitez pas à les partager parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de gens. Donc, je vais vous laisser la parole pour en parler là rapidement. Et puis ensuite, je partagerai dans la description de l'émission tous les liens que vous m'aurez partagés pour que les personnes qui nous regardent puissent aller plus loin encore sur le sujet. Donc, oui, pour prendre la parole. Oui, je peux partager quelques ressources très concrètement. J'en parlais à l'instant, hein, le mouvement, le retour au corps, c'est vraiment une ressource très précieuse pour venir se faire du bien et éviter de se couper de son corps, de fonctionner que dans le mental, ce qui facilite, ce qui favorise le processus d'épuisement. Donc pour ça, il y a plein, par exemple, de petites vidéos sur YouTube. Tapez étirement facile le matin, 5 minutes, 10 minutes. Un autre outil qui est moi qui m'a changé la vie, c'est la communication non violente, l'auto-empathie. Alors, le mot communication non violente peut prêter à confusion. On a l'impression que c'est un outil de médiation de conflit. En réalité, pas du tout. C'est une approche qui a été développée par Marshall Rosenberg et qui a été reprise par Thomas Dorsonbourg, qui consiste d'abord et avant tout à savoir écouter ses ressentis corporels qui sont des informations pour mieux comprendre nos émotions et comprendre nos émotions qui sont des informations sur nos besoins satisfaits et non satisfaits. Donc voilà, apprendre, s'entraîner à écouter son corps, écouter ses émotions, c'est super. Donc le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et puis un dernier outil là extrêmement concret. Si vous pensez que vous êtes dans un début de processus d'épuisement, vous pouvez faire le test d'auto-évaluation de l'épuisement professionnel qui est accessible sur le site Souffrance et Travail qui a été élaboré par Marie Pézé. Et moi, pareil, qui m'a peut-être pas sauvé la vie, mais en tout cas qui m'a vraiment permis de m'arrêter au bon moment l'année dernière. Super, vraiment super. Sabine ? Alors, je vais dire le corps aussi. Moi, ce qui m'a énormément aidée, je me souviens très bien avoir dit à mes amis, j'ai refait du sport, alors du sport ou de l'activité physique, peu importe. Et j'ai dit à mes amis à ce moment-là, je re-aime mes proches. Parce que je les aimais plus, j'en pouvais plus, je les supportais plus, je supportais plus personne en fait. Et le fait de refaire effectivement une activité physique, ça a été vraiment comme magique. C'est-à-dire que je re-aimais les gens autour de moi. C'était vraiment dingue, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un élément. Enfin, je suis d'accord avec Aurore, c'est essentiel. La vie, c'est le mouvement, et il faut que notre corps soit en mouvement. Donc, en mouvement, après, on n'est pas obligé de faire des sports très intensifs, mais se mettre en mouvement, c'est extrêmement important. Tout ce que Aurore a dit, j'y crois puisque je l'ai mis dans mon application. Donc évidemment, aidez-vous, faites-vous accompagner soit par un coach, soit par un thérapeute, soit par une application de type Please Up évidemment, qui contiennent ces applications comme la mienne évidemment contient des tests d'auto-évaluation, des parcours de coaching numérique qui vont vous permettre de justement découvrir comment apprendre à gérer vos émotions, apprendre à gérer effectivement, développer la CNV, etc. Donc tout ça en fait, aujourd'hui il y a plein de ressources. Je suis complètement d'accord avec toi Aurore. Allez-y quoi. Il faut y aller, il faut se prendre en main parce que personne ne pourra le faire à notre place. Et peut-être j'aimerais aussi ajouter quelque chose qu'on n'a pas mentionné, il me semble, pendant l'émission là, mais je pense que c'est encore un peu un tabou en tout cas, l'arrêt de l'entreprise, la revente ou ce qui peut paraître comme un échec reste un tabou. Et donc, à mon avis, en tout cas pour avoir discuté aussi avec beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, ce qui est souvent salvateur, c'est de garder des portes ouvertes autres que sa propre entreprise. Se dire, ok, peut-être que
je peux voilà, revendre mon entreprise à un tel et un tel, peut-être que je peux retourner dans le monde salarié, peut-être que je peux changer de secteur d'activité, ne pas se sentir s'enfermer pour pas que justement on sente que, enfin pour pas avoir l'impression que finalement la réussite de son projet entrepreneurial c'est la seule issue possible. Voilà, donc continuer à ouvrir les portes et à garder des opportunités ouvertes. Moi, Oui, avoir un plan B, hein. Je pense que Ouais. c'est extrêmement important toujours d'avoir un plan B. Je suis 100% d'accord. Et puis de toute façon, il y a un vrai travail par rapport à notre mentalité vis-à-vis de l'échec, hein, franchement, qu'on a à faire. Mais en tout cas, il y aura justement un épisode consacré à ce sujet, à finalement que faire quand il faut dire stop, il faut arrêter le projet. Voilà, il y a un épisode de prévu sur ce sujet. Et on pourrait continuer à parler des heures, vraiment sans problème, mais on va mettre fin à l'épisode. En tout cas, merci énormément à toutes les deux. Hyper précieux tous les conseils, vraiment j'ai hâte de les partager. Sia, je voudrais juste préciser une ressource qui est importante. Si on n'a pas basculé, là on a dit tout ce qu'il fallait faire pour pas basculer. Pour ceux qui ont basculé malheureusement dans l'épuisement professionnel, il y a un réseau qui s'appelle RPBO, donc de Sabine Bataille, qui en fait est spécialisé dans la récupération après avoir basculé en burn-out. Mais ça aussi, ce sera un vrai sujet à traiter. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Vraiment, c'était un plaisir. C'était vraiment très, très, très précieux. Et du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un entrepreneur que ça pourrait aider et à nous suivre sur les réseaux. À bientôt. À Merci, bientôt, à merci. bientôt.